moi, je retiens d'abord que les présidents africains n'étaient pas du tout préparés, qu'ils sont incapables, en fait, d'agir dans une politique du direct, puisqu'en Afrique, par définition, ben, c'est les grandes politesses qui finissent par devenir carrément ben, de la fausse publicité de tout ce qui se passe. Et donc, ils n'étaient pas préparés. Et au bout de 10 minutes, ben, écoutez, Donald Trump, il s'attendait à un alignement sur sa position d'abord un peu partout, notamment en Afrique. Je rappelle que pour lui, les États africains sont des pays de merde. Il n'a pas changé sur ce sujet. Peut-être c'est Netanyahou qui essaie de lui dire, écoutez, on peut en faire quelque chose. La deuxième chose, sur le fond, il s'attendait aussi clairement soit qu'on donne un accord, qu'on va directement dans les accords d'Abraham. Nous, les pays francophones en général, ben, on tourne autour du pot. Les Américains, ils ne supportent pas. Regardez bien les Américains, dans la première ou dans la deuxième phrase, ce qui doit être dit est dit, et c'est l'objectif précis. On ne trompe personne. Or, c'est le contraire dans la francophonie, c'est le contraire avec tous les pays francophones africains, voire même avec la France. C'est-à-dire qu'on tourne autour du pot et la conclusion est toujours plus ou moins bizarre. Bienvenue dans Multipolaire sur Global Africa Télé-Sud. Je suis ravie de vous retrouver. Hasard du calendrier. Et cela est passé quasi inaperçu. Souvenez-vous, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou était à Washington le 7 juillet dernier à la veille d'un mini-sommet USA-Afrique avec la présence de 5 chefs d'État africains. Et il se murmure que le dirigeant israélien en a profité pour mener une opération séduction auprès des invités de Donald Trump. L'Afrique serait-elle dans la ligne de mire de Tel Aviv? Il se pourrait bien que oui, surtout que les États-Unis, principal allié d'Israël, ambitionnent d'élargir les accords d'Abraham et espèrent ainsi affaiblir le front pro-palestinien sur le continent. On en débat tout de suite avec nos invités. Bonjour Régis Ompé. Merci Samantha. Vous êtes directeur exécutif d'Interglobe Conseil, expert en géopolitique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Merci à vous Lucien Pambou. Bonjour d'être avec Samantha. nous également. Vous êtes professeur d'économie et éditorialiste. Et bonjour à vous, Dr Yves Kwame-Ezo. Merci infiniment d'être avec nous. Vous êtes également économiste, fondateur du think tank Afrocentricity.info. Merci. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Alors, sous le parapluie américain, le Premier ministre, je l'ai dit, Benjamin Netanyahou, en aurait profité pour se rapprocher des chefs d'État africains présents lors d'un mini-sommet à Washington. Comment, d'abord, vous analysez cela? Est-ce que c'est de l'opportunisme israélien? Oui, totalement. Pardon, je pense que pour Israël, aucun soutien ne doit lui manquer, surtout dans le conflit qui se noue actuellement. Je pense qu'en plus, il y a une démultiplication du conflit. Et donc, les Africains, les pays africains, les dirigeants africains ont ceci que peut-être même les Africains eux-mêmes ignorent. Ils sont peut-être aussi accélérateurs de puissance, accélérateurs, je dirais, de gains, de regains diplomatiques. Donc moi, je ne serais pas étonné, effectivement, qu'il ait profité donc, de cette réunion USA plus 5 pays africains pour, de façon très, très opportuniste, intéresser à sa cause des pays africains, dont nous aurons certainement le temps de débriefer. Et moi, ça ne m'étonne pas. C'est à la fois de l'opportunisme et du pragmatisme. Et je serais même tenté de dire que c'est peut-être même de la réelle politique, dans la mesure où, effectivement, savoir compter sur ses amis aujourd'hui, surtout dans les conflits et dans le chaos international, je dis relève quand même du luxe. Donc, effectivement, avoir 5 pays africains et encore plus 5 et encore plus 10, ça serait pas mal. Mais après, il faut voir les effets que ça aura. Je pense que si Netanyahou a pu les rencontrer, parce qu'effectivement, beaucoup peut-être ne seront pas peut-être à même je dirais, de donner toute la latitude de ce qui a été dit, je dirais que ça ne serait pas non seulement sur la recommandation de Donald Trump, mais plutôt sur l'insistance de Donald Trump. On attend de voir, pour voir jusqu'où ça a été, et puis après, quels ont été les attendus donc, de ces rencontres. Je crois qu'après avoir longtemps été mis de côté, donc sur la période 50-73 jusqu'à la guerre de Yom Kippour, oui. Israël, pas Netanyahou, Israël en fait est revenu dans le champ de la diplomatie. Et aujourd'hui, la politique menée par M. Netanyahou, c'est une politique de la diplomatie, en fait, je dirais plutôt de l'influence. Il s'agit de faire en sorte que l'ostracisme dont il a été victime, il a été longtemps mis de côté
Israël, hein, avec le gouvernement israélien à cause du problème palestinien, il est en train de remonter en fait la pente pour essayer d'impulser ce que j'appellerais une diplomatie du développement grâce à Trump. Et donc amener la plupart des pays africains dans les accords d'Abraham, et pour lui on en fait un objectif. Le Maroc y est. Vous avez des pays comme le Soudan qui y sont. D'autres pays vont peut-être rejoindre effectivement ces accords. C'est assez intéressant de voir comment il passe, en fait, il utilise la politique américaine au Moyen-Orient pour atteindre l'Afrique. Oui. Docteur Iveco Amizo, cela relève plus de la stratégie américaine, oui, cette approche israélienne. je partage tout à fait. Je vais avoir un petit angle différent. Moi, je classe Israël et les États-Unis dans un camp très simple, ce que j'appelle la capacité d'influence d'un côté et la capacité de nuisance de l'autre. Lorsque, en face, les dirigeants africains ou autres ne peuvent pas disposer de la capacité de nuisance, alors on utilise la capacité d'influence. Donc c'est un jeu à deux, Donald Trump et Netanyahou, pour essayer d'augmenter l'influence, paradoxalement, pour moi, pas d'Israël, de l'OTAN. L'OTAN a des membres, mais l'OTAN a aussi ce qu'on appelle des alliances, dans lesquelles vous trouvez le Maroc, vous trouvez des gens comme la Mauritanie et bien d'autres. Et cette alliance-là se fait sur la base de la diplomatie que vous dites opportuniste, que j'appelle moi d'influence. C'est un soft power qui est tout à fait légitime. C'est aux Africains de comprendre. Et qu'est-ce qui se passe? Nous avons affaire à des Africains qui agissent de manière officielle, transparente, officieuse et secrète. Et Israël a choisi, et les États-Unis ont invité, des chefs d'État qui sont plutôt proches de officieuses et secrètes. Du coup, ces chefs d'État, ils étaient restés quasiment silencieux et ils ont écouté religieusement un peu ce qu'on leur a demandé. Bien sûr, ça s'inscrit dans le cadre global des accords d'Abraham. Certains y sont clairement, certains n'y sont pas du tout officieux, certains sont en secret, mais surtout certains redoutent qu'en face, un pays comme l'Algérie qui est carrément contre ne puisse leur poser un certain nombre de problèmes diplomatiques et politiques au sein de l'Union africaine, par exemple. Mais sinon, la diplomatie israélienne, elle fonctionne. Hein. 40 pays africains, dont 37 Afrique subsaharienne, depuis des années, fonctionnent. D'ailleurs, la Mauritanie, puisqu'on reviendra sur ce cas, avait un peu, entre guillemets, comme on dit en bon français, fait la gueule, c'est-à-dire qu'il a rompu les alliances avec cet Israël, et de bon an, mal an, ayant beaucoup de ressources minérales, il faut le dire, et maritimes, est amené justement à revoir un peu ses liens avec Israël et donc avec les États-Unis. Alors, c'est vrai que lorsqu'il y a eu cette rencontre à Washington entre Donald Trump et 5 chefs d'État africains, les pays qui étaient représentés sont des membres de l'Organisation de la coopération islamique, il faut quand même le préciser. Il y a le Gabon, la Guinée-Bissau, le Sénégal, la Mauritanie aussi, qui est aussi membre de la Ligue arabe. Donc, est-ce qu'en filigrane, on a vraiment les accords d'Abraham? C'est ça la stratégie, c'est une volonté claire d'élargir les accords d'Abraham à un plus grand nombre de pays africains. Je continue de croire que les accords d'Abraham, c'est certainement une stratégie qui a été très pensée, qui a été dans le cadre même pour Donald Trump, à la fois pour Donald Trump et Benjamin Netanyahou, d'avoir un supplément, je dirais, non pas forcément d'alliés, mais plutôt d'alignés. Non pas d'alliés, mais plutôt d'alignés. Et les accords d'Abraham 2020, évidemment, et puis il faut aussi le rappeler, hein, c'est sous la férule de Jared Kushner, qui est le gendre de Donald Trump. Pour le moment, en 2020, ça a eu quelques effets. Moi, je pense essentiellement au Maroc et au Soudan. Mais ce qui est vrai, est-ce qu'on peut penser une extension donc, des accords d'Abraham aujourd'hui sur le continent africain, surtout dans les pays donc, qui soient musulmans ou arabes? Moi, je pense qu'il y a un gros doute là-dessus. Le doute, en fait, il tient à la fois sur l'actualité, parce que l'actualité, aujourd'hui, avec Gaza. Je crois qu'aujourd'hui, Gaza constitue, si vous voulez, le produit le plus inflammable dans les relations entre Israël et d'autres pays, quels qu'ils soient. Et c'est très compliqué, parce qu'à la fois, tous ces dirigeants, tous ces présidents africains ont en viseur quand même leurs opinions publiques, leurs opinions. Et donc, aujourd'hui, il faut clairement le dire, il y a à la fois les opinions publiques, il y a les rues, et puis il y a aussi deux ennemis, je dirais, qui sont, je dis ennemis, plutôt des adversaires qui sont jurés pour Israël, que sont l'Algérie et l'Afrique du Sud. Donc ça va être très compliqué aujourd'hui, ne serait-ce qu'en raison
je dirais, du sentiment légitime des rues populaires sur le continent africain, d'accepter que leurs dirigeants, évidemment, nouent des relations avec Israël au nom d'une extension des accords d'Abraham. Et après, il y a quelque chose qui est très simple. Est-ce que ces pays, aujourd'hui, acceptent de contourner le dossier palestinien? Parce qu'il y a une vraie cause. La cause palestinienne, entre guillemets, si vous voulez, c'est un peu le dénominateur commun. Où on oublie la cause palestinienne et puis on est davantage plutôt sur de la réelle politique. On pense plutôt investissement économique, relations diplomatiques, culturelles et économiques avec Israël et par-delà avec les États-Unis. Là-dessus, justement, Lucien Pambou, quels sont les enjeux stratégiques pour Israël, cet élargissement des accords d'Abraham sur le continent? Déjà d'être accepté par la plupart des pays africains, donc lors des assemblées générales des Nations Unies, ça c'est une première chose. Deuxième chose, Israël, donc tout à l'heure j'évoquais la diplomatie de développement, arrive avec dans sa besace la technologie, les innovations, la cybersécurité, donc des éléments liés à l'irrigation, aux problèmes d'éducation, à la santé. Donc il y a toute une espèce de bloc comme ça, de technologies qui permettent en fait à Israël d'apporter des réponses pratiques et concrètes. Et il me semble que les accords d'Abraham soient une espèce de lieu symbolique et pratique pour Israël. Donc pour dire, voilà, je suis en train de changer. Donc la question palestinienne, même si à Gaza, c'est vrai que Gaza pose un problème, c'est vrai que au-delà de Gaza, la question palestinienne pose un problème. D'ailleurs, la Mauritanie, même si un jour elle va adhérer aux accords d'Abraham, refuse tant qu'il y a la question palestinienne qui est là. Donc, cet enjeu, un, c'est rayonner au niveau de l'Assemblée. Deux, c'est apparaître comme, en fait, un pays tout à fait fréquentable au niveau des relations internationales. Et trois, dans ce que j'appellerais la diplomatie de développement, Israël a tout à offrir, en fait, aux pays africains. D'ailleurs, vous avez des pays comme la RDC, le Soudan et d'autres, effectivement, qui ont ouvert des ambassades en Israël, qui ont renoué des relations diplomatiques avec Israël. Donc, Israël ne démissionne pas. En revanche, il reste quelque chose dans un caillou dans sa chaussure, c'est le problème palestinien. Alors ça, c'est le vrai problème. Vous évoquez la Mauritanie. En 1999, la Mauritanie est devenue quand même le troisième membre de la Ligue arabe à reconnaître Israël après l'Égypte et la Jordanie, sur la présidence du colonel Taïa. Il y a eu un rapprochement diplomatique au niveau des ambassadeurs et puis une rupture. En 2009. Donc en 2008, c'est ça, oui. Après la guerre de Gaza. Oui. Regardez justement cette séquence. Le président mauritanien, Mohamed Ould El Ghazouani, retoqué par Donald Trump. C'était donc lors du sommet USA, mini-sommet USA-Afrique à Washington. Sea waters, so lots of fishing and whatnot. I don't want to spend too much time on this. But I appreciate it very much. I appreciate it. Maybe we're going to have to go a little bit quicker than this because we have a whole schedule. If I could just say, your name and your country would be great. Thank you, please. Voilà, bon, c'est une séquence qui n'est pas traduite, mais bon, je traduis très rapidement. Oui. Vous avez le président mauritanien qui était en train d'évoquer le potentiel de son pays et Donald Trump qui s'est un peu impatienté et qui a dit, bon, allez, il faut passer à la suite. Oui. Et s'il vous plaît, pour les prochains, présentez-vous et présentez votre pays. Avec la délicatesse qu'on lui connaît. Voilà, bon, il faut quand même préciser que le président mauritanien s'est exprimé pendant une dizaine de minutes avant que Donald Trump s'impatiente. Donc voilà. En tout cas, c'est une séquence intéressante parce qu'il y a eu, on le sait, des rumeurs de rencontres entre le président mauritanien et le Premier ministre Benjamin Netanyahou, Premier ministre israélien. Des rumeurs qui ont été fermement démenties par la suite par Nouakchott. Mais est-ce qu'à votre avis, cette séquence-là, cet agacement de Donald Trump qui ne regarde même pas son homologue mauritanien, ça peut être lié justement à un agacement parce qu'il y a un blocage vis-à-vis d'Israël? Ils ne sont pas considérés, nos chefs d'État. Il faut dire les choses directement. Je veux dire que quand M. Trump reçoit ces 5 chefs d'État africains, effectivement, il initie ce que j'appelle moi la diplomatie en fait différentielle. Je négocie avec certains États, quitte à élargir le schéma au mois de septembre, mais on voit très bien que la plupart de nos responsables politiques africains, avec tout le respect que je leur dois, sont un peu à côté de la plaque face à cette mondialisation nouvelle, ou plutôt je dirais face à ces nouvelles
relations internationales qui se mettent en place. Et sur la séquence précisément Oui. qui concerne le président mauritanien, l'agacement de Donald Trump, est-ce que ça peut être lié au refus Non. de Mohamed El Ghazouani de rencontrer crois pas. le Non, PM nous ne sommes pas dans les secrets, israélien? nous ne sommes pas dans les secrets de Dieu, Samantha. Et je n'irai pas jusqu'à interpréter ces propos parce que Donald Trump, vous imaginez bien, même on l'a vu sur d'autres arènes internationales, rembarrer, je dirais, ses pairs occidentaux. Donc là-dessus, moi, je rebondirai et je suis d'accord avec le professeur Pambou sur la considération ou l'inconsidération que subissent la plupart des dirigeants africains. Parce qu'effectivement, le projet de Donald Trump, effectivement, c'est à la fois, dans le cadre donc, de sa diplomatie transnationale, c'est de négocier de façon très bilatérale avec 5 pays. Après, effectivement, la façon dont ils ont été choisis, la cohérence, la cohésion. Ça, ce n'est pas nouveau. Il nous a habitués, Donald Trump, à faire pression. On l'a vu avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Et même le président ukrainien aussi, on l'a vu. Ça, oui. Mais ce qui est vrai, je pense que dans la boucle, est-ce qu'il y avait peut-être la question israélienne pour Donald Trump qui n'a peut-être pas été répondu comme il le souhaitait, mais toujours est-il qu'effectivement, les Mauritaniens le nient, les Américains ou peut-être les Israéliens peut-être iront dans le sens contraire en marquant effectivement dans ces relations ou dans cet échange qu'il y avait peut-être derrière la question israélienne. Je dis bien la question israélienne parce qu'en fait, effectivement, aujourd'hui, elle n'est pas encore répondue ou assez répondue. Ce qui est vrai, l'ambassade de la Mauritanie aux États-Unis a totalement nié qu'il n'y a jamais eu de rencontre entre les deux dirigeants et le ministère des Affaires étrangères mauritanien aussi est allé dans le même sens. Donc ce qui est vrai, moi je pense qu'il faut d'abord plutôt retenir les avis officiels tout en sachant que officieusement, il y a aussi parfois des contournements dont on n'est pas forcément Docteur au courant. Iveco Amizo, c'est vrai que dans la vision trumpienne, sur le plan du business, tant sur le plan géopolitique, la Mauritanie c'est quand même un maillon indispensable pour l'OTAN en Afrique, vous en parliez tout à l'heure, un maillon peut-être aussi incontournable pour renforcer l'axe Israël-Maroc aussi, avec tous les projets vous n'allez pas à ces réunions sans une note qui vous précise ce que votre interlocuteur attend de vous. Donc moi, je retiens d'abord que les présidents africains n'étaient pas du tout préparés, qu'ils sont incapables en fait d'agir dans une politique du direct, puisqu'en Afrique, par définition, c'est les grandes politesses qui finissent par devenir carrément de la fausse publicité de tout ce qui se passe. Et donc, ils n'étaient pas préparés. Et au bout de 10 minutes, écoutez, Donald Trump, il s'attendait à un alignement sur sa position d'abord un peu partout, notamment en Afrique. Je rappelle que pour lui, les États africains sont des pays de merde. Il n'a pas changé sur ce sujet. Peut-être c'est Netanyahou qui essaie de lui dire, écoutez, on peut en faire quelque chose. La deuxième chose, sur le fond, il s'attendait aussi clairement soit qu'on donne un accord, qu'on va directement dans les accords d'Abraham. Nous, les pays francophones en général, on tourne autour du pot. Les Américains, ils ne supportent pas. Regardez bien les Américains, dans la première ou dans la deuxième phrase, ce qui doit être dit est dit et c'est l'objectif précis. On ne trompe personne. Or, c'est le contraire dans la francophonie. C'est le contraire avec tous les pays francophones africains, voire même avec la France. C'est-à-dire qu'on tourne autour du pot et la conclusion est toujours plus ou moins bizarre. Et enfin, Israël, partie prenante dans cette histoire, cherche un rapprochement. Et pourquoi il cherche un rapprochement? Parce qu'écoutez, il a été suspendu au niveau de l'Union africaine, et là-bas, je ne pense pas que ça pourra changer, donc il passe en bilatéral. Et qu'est-ce qu'on fait en bilatéral? On passe par, entre guillemets, et c'est tout le respect que j'ai pour les chefs d'État, par les plus faibles de toute la lignée. Gabon, Guinée, Bissau, Libéria, Mauritanie, Sénégal, c'est des gens dont les positions, écoutez, on soutient la Palestine, et puis en même temps, en douce, il faut le dire, en douce, c'est-à-dire que c'est officieux, des fois secret, on a quand même pas mal d'accords. Alors bien sûr, c'est la réelle politique, on reçoit l'agriculture, on reçoit ceci ou cela, mais en réalité, qu'on fasse attention. Quand on rentre dans la cybersécurité, par exemple, ça veut dire qu'on se fait contrôler par Israël. Les sécurités qu'on fait quand on coupe les internets dans nos pays, c'est souvent Israël. Donc, il ne faut pas se faire des idées là-dessus. Ces chefs d'État savent ce qu'ils font. Malheureusement, ils ne sont pas transparents. Et on revient au problème de fond avec les chefs d'État. Je reviens sur ma question, je vais la préciser. Collective africaine pose problème, et je rajouterai l'Afrique du Sud, qui quand même a déposé une sacrée plainte pour génocide, en gros, contre Israël. Et ça ne passe pas en Afrique. C'est un pays de paix, c'est un continent de paix, et ça passe pas. Sud. On va y venir sur l'Afrique du Sud, justement. Mais je reprécise ma question. Est-ce qu'il y a une volonté des États-Unis et même d'Israël d'amener la Mauritanie, justement, à
à adhérer aux accords d'Abraham. Parce que peut-être que pour les États-Unis aujourd'hui, dans l'optique de cet axe Israël-Maroc, on sait que le Maroc a des projets de développement importants, stratégiques avec la Mauritanie. Et donc, ça peut gêner Donald Trump, le fait que le Nouakchott reste en retrait sur cette question. Non, je ne crois pas. Le président Trump a pour lui du temps, même si son mandat est limité à 5 ans, 4 ans. À 4 ans, oui. Bon, il a le temps pour lui, donc c'est pour ça il force l'allure et il espère, en effet, pour des raisons, si on reprend ce qu'a dit le docteur Maïzo, à savoir que les alliances avec l'OTAN fait que la Mauritanie devient en fait un espace de sécurité relativement important pour lutter contre le terrorisme au Sahel. Donc ça, c'est absolument important. Et donc, je ne crois pas. Je pense que Trump va essayer de contourner l'Afrique, alors c'est assez paradoxal ce que je dis, en passant pays par pays. Oui. Voilà, plutôt que de faire du multilatéralisme béat, comme on a l'habitude, je reprends encore ce qu'a dit le docteur Amaïzo, comme on a l'habitude dans la francophonie, les grandes messes, etc., il préfère effectivement le débat. Alors, la question palestinienne est toujours là. Récemment, il y a eu à La Haye, le 31 janvier, la création effectivement d'un groupe de La Haye avec le Sénégal, l'Afrique du Sud, Belize, Honduras, etc. Un groupe qui permet en fait de lutter contre Israël, contraindre la CIP effectivement à juger M. Gallant et M. Netanyahou. Donc, si je fais allusion à ce collège de La Haye, c'est simplement pour dire que même s'il y a des évolutions, la question palestinienne est toujours sous-jacente. Israël doit en fait résoudre cette question-là. Alors, comment, j'en sais rien. Ça, c'est le principal enjeu, parce qu'on a parlé de géopolitique, des enjeux liés au développement, mais il y a cet enjeu majeur, c'est de casser peut-être ce front. Bien sûr. Et c'est de contourner la cause palestinienne. Casser le front que Pretoria, justement, a créé contre Israël. L'intérêt ou l'avantage, je dirais, d'Israël, Israël vient dans sa business avec des projets économiques, des projets stratégiques, des projets liés à l'agriculture, parce qu'évidemment, quand on parle de la Mauritanie, c'est une région en partie aride. C'est la cybersécurité. Et effectivement, Israël est dans pas mal d'aéroports en Afrique et dans pas mal de présidences en Afrique. Ça, il faut quand même aussi avoir le réflexe de le dire. Donc, je crois qu'effectivement, pour Israël, le vrai objectif, c'est de contourner totalement l'Afrique du Sud, c'est de contourner l'Algérie, c'est de contourner, je dirais, à la fois la cause palestinienne et c'est de faire du bilatéral. En gros, oui, c'est une espèce de reflet américain. Des alliés aussi sur le continent. Oui, le Rwanda, entre le front anti-Israël et le Rwanda, par exemple, pro-israélien. Il y a toujours eu la Côte d'Ivoire. Hein. Oui, alors il y a la RDC, le Cameroun, le Kenya, le Ghana, le Rwanda et le Togo aussi. Moi, je me souviens qu'il était question d'un sommet, Afrique-Israël au Togo qui avait été annulé à cause pour ne pas froisser justement certains pays à cause de la... Et puis il y a un aspect qu'on ne voit pas assez, qui est celui des congrégations religieuses. Effectivement, des congrégations religieuses, et je pense qu'il y a une espèce d'entrisme religieux de la part d'Israël qu'on ne voit pas assez, et peut-être qu'on a l'impression de minorer, et qui fait qu'effectivement, si le continent africain, c'est dans la partie ouest africaine et en Afrique francophone, peut-être qu'aussi en Afrique centrale, ça existe. Tout à fait. Il y a beaucoup de congrégations religieuses qui se réclament du Dieu d'Israël, et qui bénéficient, je dirais, donc, de subsides et de soutien, et quelque part aussi, ça fait partie du soft power débridé israélien sur le continent africain, effectivement, et tout ça, effectivement, c'est pour nier totalement, de façon totalement assumer la cause palestinienne. Et moi, je dis, dans ce cas, c'est autant le faire de façon bilatérale, parce que Israël, effectivement, comme il a été rappelé, n'est plus observateur donc à l'Union africaine. Aujourd'hui, Israël ne peut plus discuter, ne peut plus échanger avec l'Union africaine, parce que non seulement il y a je dirais, il y a le gros veto sud-africain à cause de sa condamnation à la CPI, et puis il y a aussi l'autre épouvantail qui est l'épouvantail algérien. Donc pour Israël, effectivement, de façon directe, c'est de venir dans sa business avec des projets économiques, des projets stratégiques, et puis une fois encore, c'est aussi d'étendre son influence, et ça profite aussi à l'ordre américain. Là-dessus, sur les fronts pro-israéliens et anti-israéliens sur le continent, Dr Iveco Amizo, qu'est-ce qui pèse le plus lourd aujourd'hui ? Écoutez, il faut rappeler ce que Netanyahou, il a des problèmes avec un peu tout le monde, mais personne ne peut parler tout haut. Pour la Mauritanie, il faut revenir dessus quand même, ça a été rompu en 2010. Ce n'est qu'en 2025, 15 ans après, qu'on fait l'effort à peine de vouloir essayer de renouer, peut-être sous l'influence américaine. Donc, quand Donald Trump veut un peu pousser que ça aille plus vite, écoutez, il faut qu'il fasse aussi attention à ce qu'il dit. Moi, je vais défendre un peu la Mauritanie sous un autre angle.
Vous savez, en Afrique, on n'a pas l'habitude. Moi, je suis en Autriche et j'ai vu l'évolution et l'histoire constitutionnelle de l'Autriche, qui un temps a été avec Hitler, l'Allemagne, et puis d'un seul coup a compris que c'était pas le bon camp. Et donc, on choisit la neutralité. Et la Mauritanie, me semble-t-il, tente cette voie difficile mais faisable qu'est la neutralité. C'est difficile à accepter parce que d'un côté, il veut faire le pont, il veut servir de médiateur un peu, même entre le Maroc et puis l'Algérie, par exemple, mais de l'autre côté, il a quand même des accords avec l'OTAN, avec Israël, donc tout le monde se méfie de lui. Mais je pense quand même, compte tenu de l'histoire de la Mauritanie, peut-être pas sur le côté esclavage, mais surtout le reste, cette volonté d'essayer de trouver un juste milieu de passage, non, ne faut pas le négliger. Je ne sais pas s'ils vont réussir, mais il ne faut pas le négliger. Et il faut surtout l'opposer à ce qui se passe, par exemple, au Togo, qui avait voulu faire rentrer le Maroc atlantiste autant dans la CEDEAO, ça a échoué, a voulu faire une grande réunion Israël au Togo, ça a échoué pour faire venir un pays africain. Donc, ce n'est pas la même logique. Le Togo ne fonctionne pas sur une base de la neutralité, elle est alignée, pour ne pas dire un sous-traitant. La Mauritanie fait un effort. Et peut-être en retour, il n'a peut-être pas de problème de terrorisme pour le moment, et il faut espérer que ça continue. Et il faut savoir quand même qu'il y a des bases d'entraînement de terroristes sur son sol. Donc, tout ceci mélangé, ça devient un peu complexe pour essayer de savoir le jeu exact. Ce qu'il y a de sûr, Netanyahou, avec l'ensemble des nouvelles alliances et des activités quand même techniques qu'il livre, parce qu'il y a quand même de l'efficacité, essayer d'agrandir sur le terrain, disons, de l'opération et de l'efficacité. Parce que c'est aussi ça le problème du développement, il faut être efficace. Vous dites que la Mauritanie n'a pas de problème de sécurité. Bon, c'est vrai que Nouakchott gère plutôt bien cet aspect-là, mais grâce aussi à l'appui des Américains. Oui, totalement. Et la collaboration aussi avec Africom, avec l'OTAN aussi. Donc, oui. Ça, c'est un levier de pression pour Donald Trump, qui tient absolument, et je le répète encore une fois, à obtenir, pourquoi pas, l'adhésion de la Mauritanie aux accords d'Abraham. Oui, mais ça va être très compliqué parce que je pense qu'aujourd'hui, même si les dirigeants mauritaniens, même s'ils y pensent sans le dire, ils font très attention à l'opinion publique, à leurs opinions populaires. Parce qu'aujourd'hui, les Russes sont, je dirais, excités parce qu'effectivement, il y a un vrai sujet qui est celui, effectivement, tous les jours, tous les 4 matins, vous regardez la télé, vous écoutez la radio, vous avez le nombre en chiffres donc, de morts à Gaza et au-delà. Et donc, je pense qu'ils font très, très attention. Mais ce qui est vrai, je ne sais pas si la Mauritanie, comme l'explique le docteur Amizo, veut se parer, je dirais, d'un statut de la neutralité, mais toujours est-il, peut-être qu'ils y pensent, mais ils font très très attention, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible en 2025. Et les accords d'Abraham dont on a vu aujourd'hui leur efficacité et leur portée. Aujourd'hui, mais c'est très compliqué. Il y a la plupart des pays qui ont signé en 2020 font très attention, parce que de l'intérieur, ça gronde très très fort. Donc je crois qu'aujourd'hui, Israël est obligé de compter ses amis hors de son champ géopolitique. Et que la situation à Gaza a tout bouleversé. Totalement. Oui, elle a tout bouleversé. Et d'ailleurs, si on reprend, je vais le traduire, je ne lis pas l'allemand, bien entendu, qui disait finalement, les Émirats arabes unis et Bahreïn demandent en fait à la Mauritanie d'entrer dans les accords d'Abraham. Réponse de M. El Ghazouani, vous avez une opinion, j'ai la mienne. Exactement. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que je donne du temps au temps, d'accord, et que je regarde d'abord les choses, comment elles se passent. Alors, bien entendu, la coopération, en fait, Netanyahou et Trump vont peut-être triompher de la résistance de M. El Ghazouani. En tout cas, jusqu'à présent, pour Israël, ce qui ressort, c'est les difficultés, justement, à mener une stratégie offensive sur le continent africain. Alors, c'est vrai que peut-être Israël est présent sur le plan du renseignement, de la cybersécurité, mais c'est vrai qu'il y a une volonté aussi d'Israël d'aller de l'avant en ce qui concerne les partenariats business, purement business. Et donc, peut-être qu'Israël a envie de se lancer à ce niveau-là, et c'est compliqué, ça reste compliqué, docteur Iveco Amizo. Oui, vous avez tout à fait raison. N'oubliez pas que la réunion de Washington était quand même sur le commerce, les investissements, et donc il s'agit de business. Et moi, je vais parler en tant qu'économiste. Là, il y a un volet qu'on a peut-être oublié, et un pays qui s'appelle les Émirats arabes unis. Est-ce que vous savez qu'en fait, près de 50% du produit intérieur brut de la Mauritanie vient de financement essentiellement des Émirats arabes unis, surtout entre 2010 et 2025. Et donc, ce changement vers Israël, on ne peut pas le voir de manière isolée. Et les Émirats travaillent, en gros, entre guillemets, pour les États-Unis. Israël, en gros, travaille pour les États-Unis. Donc, ce lien
qui n'est plus maintenant en tant que tel africain, mais plutôt au Proche-Orient, il ne faut pas le négliger. Donc la Mauritanie dépend alors carrément de ce fonds des Émirats qui prennent quand même leurs instructions à partir des États-Unis. Donc ça pose un problème de fond. Et moi-même qui avais proposé cette histoire de neutralité, je vois les limites de ce que peut faire la Mauritanie, et elle se contente d'un sort de statu quo qui, bien sûr, dérange aux angles. Maintenant, il y a un autre problème de fond, les endettements. Le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, etc., sont extrêmement présents en Mauritanie. Ce qui veut dire que les projets que choisissent la Mauritanie pour aller de l'avant doivent nécessairement, en guillemets, servir de projets qui intéressent les États-Unis, notamment tout ce qui est extraction, etc. Et c'est un pays extrêmement riche, que ce soit dans la mer, que ce soit sur le sol. Donc, tous ces éléments-là font de la Mauritanie un nouveau pôle d'influence qu'on ne peut pas laisser, en fait, comme un électron libre. Donc, tout le monde y met son aimant et Mauritanie est un peu attirée un peu de toutes parts et finit par jouer un rôle de statu quo. Et c'est pour ça que je parle un peu de neutralité, mais neutralité passive en réalité. Ce n'est pas active en tant que telle parce qu'elle n'a pas les moyens de pouvoir le faire. Donc, elle accepte les alliances. En même temps, ce qui va à la marge, Gaza et autres, elle n'accepte pas. Et puis, bon, il y a des pressions des pays arabes, il y a des pressions de la population, on l'a dit. Et puis, sur le fond, il y a son propre développement. Et en interne, vous avez vu, tous les combats qu'il y a contre la corruption, etc., ne sont pas neutres. Et donc, enfin, sur le dernier point, l'histoire de la sécurité. Africom a toujours voulu rentrer d'office dans l'Union africaine, ça a été rejeté par les chefs d'État africains. Alors, on contourne, on vient par le bilatéral, pays par pays, justement, on commence du côté Afrique de l'Ouest par ces genres de pays, et on fait des coopérations, des instructions, des formations, et puis voilà, et ça augmente. Et ça pose un problème de fond, puisque en même temps, quand on va chercher les terroristes au Sahel, et là, je veux aussi parler des pays enclavés, de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, que ce soit le Burkina, le Mali ou le Niger, il y a aussi une volonté d'attirer ces gens vers l'Alliance atlantique, soit par les ports, la logistique, des choses comme ça. Le Maroc l'a essayé, la Mauritanie va le faire, mais derrière, il y a qui? Il y a ces pays qu'on vient de citer, Israël, États-Unis et autres, et les Émirats. Donc le problème se pose au fond. Quelle est la propriété réelle de ce que j'appelle moi les capacités productives de la Mauritanie? Et on retiendra de vos propos justement la neutralité passive qui fait l'unanimité sur ce plateau, Lucien Pambou et Régis. Et effectivement, vous avez raison d'avoir cité à nouveau le projet Initiative Atlantique Sahel qui implique la Mauritanie, le Maroc notamment. Et on sait que la Mauritanie est aussi proche de l'Algérie. Bon, c'est un point qu'on n'a pas trop évoqué, mais c'est un fait. En tout cas, merci à vous tous pour vos analyses. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Romain Clécodeminck et Moustapha Kanté pour la réalisation. Vous retrouvez Multipolaire sur nos réseaux sociaux. À la semaine prochaine.